Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui avec Philippe David. Ça va, cher Philippe David? Ça va très bien. Vous voyez, vous savez pourquoi ça va vraiment bien? Oui, non? Parce que même un jour où il y a Françoise Degois, je suis en pleine forme. Non. Et je me dis qu'il doit y avoir un changement, qu'elle m'a pas raconté. Vous savez que c'est du harcèlement ce que vous faites, vous savez ça? Vous savez que c'est du elle harcèlement. n'a pas arrêté de répéter que j'étais torve et fourbe. Non mais elle a raison. Vous savez que c'est du harcèlement ce que Vous vous savez faites. que vous êtes en plein syndrome de Stockholm avec moi là. Je crois qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce couple improbable. C'est de l'amour. Vous vous rendez compte qu'il est probablement mon cousin par nos arrière-grands-parents de la même vallée. Quelle horreur. Mon Dieu, Jésus, J'aime Marie, bien le Joseph. quelle horreur à la fin. Mais il faut bien que je Mon contrebalance Dieu, un peu. Hein. mais quelle horreur. C'est pas les cheveux en tout cas. non, non, Mais non. Salomon, vous êtes toy. Pourquoi il n'est pas Allez les goy? amis, bienvenue en tout cas dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. On va parler de l'actualité comme d'habitude, 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu commenter quelle que soit la clé d'entrée, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ou même notre chaîne YouTube, une plateforme d'opinion et de débat. Bienvenue sur Sud Radio. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Selon le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, les résultats des élèves de 4e ne sont pas satisfaisants et même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrise pas la résolution de problèmes et la géométrie, Philippe. Et est-ce que vous pensez que les mesures promises par Gabriel Attal sont suffisantes? Est-ce qu'il y a une école à deux vitesses, puisqu'on voit bien que selon le quartier où vous êtes, le niveau n'a strictement rien à voir? Est-ce que les écrans sont responsables? Les enfants rentrent à la maison, on les laisse devant un écran, ils lisent pas, ils voient plus de programmes culturels. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, qui est responsable de cette chute? Les parents, les élèves, le système éducatif, les trois? Eh bien, pour le moment, vous dites à 46% le système éducatif, à 43% les trois, à 0% les élèves. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont dû voter, et à 11% les parents. Et notre invité pour en parler, Jean-Paul Briguelli, agrégé de lettres et ex-professeur en classe préparatoire. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h30. Hier, le gouvernement a utilisé le 49.3 à l'Assemblée nationale pour la 17e fois lors de la lecture définitive de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 en l'absence d'Elisabeth Borne en déplacement officiel en Irlande. C'est donc Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, qui a engagé la responsabilité du gouvernement, Philippe. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait limiter encore plus le déclenchement du 49.3 qui a déjà été limité? Est-ce que vous pensez pas que un 49.3 ça va, 17 49.3 bonjour les dégâts? Est-ce que vous pensez que dans le principe de l'utilisation du 49.3, le Parlement ne sert plus à rien? Venez témoigner, Aude vous attend au 0826 300 300. Et Laureline Fontaine, constitutionnaliste à la Sorbonne Nouvelle, qui a écrit La Constitution maltraitée aux éditions d'Amsterdam, sera avec nous pour en parler. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et notre Philippe Bilger est avec nous, en pleine président forme. de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir, mes animateurs préférés. Oh, c'est mignon, c'est sûr. C'est vrai, on est dans votre top 5 des animateurs? Largement, voilà, on est même dans le top 2. En plus, il dit ça d'une voix suave. Oui. Mais j'essaye. Non mais vous n'avez pas commencé vos trucs érotiques tous les deux. Soyez Non, mais je vous en prie. Mon replay, Rassurez-vous, la voix François, soit- en la- ce qui me concerne. Non. Ça pourrait plaire. hein. Je crois que Philippe Bilger a définitivement choisi son camp. Voilà. Il ne faut jamais dire Fontaine. J'essaie de démontrer chaque fois. Françoise Degault est avec nous, éditorialiste Chers Sud amis. Radio. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Ça va, très contente de vous voir. Eh ben, ravi de vous avoir. Et Jean Dorido, docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi, est avec nous. Il va mettre un petit peu d'esprit dans cette, Ah oui. dans cette bande. C'est une Merci, lourde ma chère tâche. Cécile. Non, d'esprit, es-tu là, je veux dire. Non mais ça fait plaisir, tu sais Attention, vraiment. la elle nous table prend commence à vraiment pour tourner. Elle nous prend vraiment pour La des fameuse minables. En force fait. de Elle nous prend pour l'esprit. Ah, voilà, c'est minables. ça. Et Ouais. ce numéro de téléphone que vous utilisez, le 0826 300 300, notre auditeur du jour. Bonsoir Thomas, qu'est-ce qui vous amène? Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, moi, je voudrais revenir sur la marche de dimanche et la présence ou non de Macron. Eh bien, ça aurait été tout simplement ingérable en termes de sécurité. Eh ben, on en parle dans quelques instants. En attendant, c'est le répondeur qui sonne aujourd'hui. 0826 300 300, on écoute votre message. Oui, bonjour Philippe, à Chambéry. J'écoute avec attention l'échange actuel. Quand on entend le terme minorité agissante, antisémite ou violente,
quel que soit l'objet d'ailleurs. On parle bien de minorité, et moi ce qui m'intéresse surtout c'est la majorité silencieuse. Quand vous regardez toutes les grandes dictatures, la minorité agissante est plus efficace que la majorité silencieuse. Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on aimerait entendre la majorité silencieuse des musulmans de France. Je parle bien de la majorité silencieuse. Je vous remercie, à bientôt. Merci beaucoup Thomas. Je comprends ce qu'il veut dire et c'est fin. Ouais, c'est très fin et je trouve qu'il n'a pas tort. Je pense que, comparaison n'est pas raison, le principe des minorités agissantes, c'est une vraie théorisation politique, mais ça fonctionne pas en fait en France. De par notre système politique, la minorité agissante ne peut pas prendre le pouvoir. Et moi, je ne suis pas d'accord avec notre auditeur. La majorité silencieuse, elle s'exprime au moment des élections. Et par 2 fois, en 2017 et 2022, elle a dit non, cette majorité silencieuse qu'on n'entendait pas, qu'on voyait pas défiler. Elle a dit non à Marine Le Pen, et très largement. Donc, j'entends les injonctions aux musulmans. Il y a beaucoup de musulmans d'ailleurs qui s'expriment et qui disent je suis pas d'accord. Écoutez le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tariq Obrou, mais je vois sur les réseaux sociaux, il y a énormément de musulmans qui s'expriment. Cette injonction aux musulmans me gêne beaucoup. Parce que c'est pas qu'une affaire de musulmans, mais je crois que la majorité silencieuse, elle vote tout simplement, et à chaque fois, elle dit toujours non à l'extrême droite, toujours. Et on peut le dire en 2002, en 2017, en 2022, éternellement, inlassablement, elle dit non. Voilà. Mais c'est la seule. Elle ne devrait parler que contre l'extrême droite, la majorité non, mais quand je dis elle vote, elle s'exprime. On aimerait qu'elle parle aussi avant le vote. Moi, je pense que l'injonction aux musulmans, c'est quelque chose d'aussi tordu et pervers que ce qui est en train de se passer sur l'antisémitisme et l'anti-sionisme primaire. Les Français qui sont de confession, d'ailleurs je dis pas les musulmans de France parce que ça m'horripile cette expression, les Français de confession musulmane, ils s'expriment, ils sont comme les copains, ils en ont aussi un peu marre qu'on leur fasse porter tous les malheurs du monde aussi. Après il n'y a pas que ce sujet sur la majorité silencieuse. Non mais il parlait pas... Là, non, il n'a pas parlé que de ça, il a dit que souvent les minorités agissantes sont et plus je lui fortes. réponds en disant que non, la majorité silencieuse, elle répond présent et elle choisit toujours un démocrate à la fin. Depuis 2002, c'est comme ça. Jean Dorido. Alors pour le coup, l'influence minoritaire, c'est un truc vraiment de psychologie sociale en l'occurrence, ça a été théorisé, et pour la petite histoire, c'est Serge Moscovici qui a théorisé ça dans les années 60 à New York, c'était le père de Pierre Moscovici. Très brillant. Il a démontré admirablement comment c'est une réalité, une minorité active arrive à influencer la majorité, et c'est un fait, c'est un peu la limite des démocraties, c'est que les minorités actives finissent par avoir plus de pouvoir, en tout cas sur l'opinion publique, et qui du coup influence quand même les décisions politiques, que cette fameuse majorité silencieuse, et c'est un fait que parfois ça peut être un problème. Allez, on retourne au standard avec Thomas qui est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir les vraies voix, bonsoir. Salut Thomas. Et bonsoir vos invités. Salut Thomas. On écoute votre coup de gueule alors. Alors, selon vous, si Emmanuel Macron était venu dans la manifestation en matière de sécurité, ça aurait été compliqué, c'est ça que vous voulez dire ? Ça aurait été complètement ingérable. Faut savoir déjà que avec Françoise, nous avons un point commun, c'est la politique. Elle parce qu'elle était porte-parole et moi parce que j'ai fait de la protection dans ce domaine. Lorsqu'un président se déplace, c'est au minimum 14 véhicules rien que pour lui. Dans cette marche, nous avions également les présidents des 2 assemblées. On avait des anciens présidents, on avait un Premier ministre, on avait des personnes qui étaient elles-mêmes placées sous protection. Je pense à Mohamed Sifaoui, par exemple. Même Philippe David. Par exemple. Il y a le Grand Pivet qui est sous protection maintenant, bien sûr. Bien sûr. Et il y a le Grand Pivet était déjà statutairement parlant sous protection puisqu'elle est présidente de l'Assemblée nationale. Mais renforcée. Et la question qui s'est nécessairement posée, c'est en cas d'agression ce jour-là, en cas d'attaque, peu importe l'attaque, sur Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se serait passé étant donné que nous avions M. Larcher qui était présent sur place et qui doit être normalement son remplaçant en cas de problème avec le président de la République. Comment on aurait géré ça ? C'était ingérable tout simplement. Il y aurait des véhicules de partout, ça aurait mobilisé des forces, des unités spécialisées de partout, ça aurait été un vrai calvaire et ça aurait ajouté Ah oui, non mais c'est une usine à gaz. Restez avec nous parce qu'on a très peu de temps, Philippe. C'est un argument de plus à ce que je développe depuis 2 jours en disant que le président de la République a bien fait de ne pas y aller,
pour des motifs profonds, me semble-t-il. Mais là, c'est une... Ça confirme. Ça confirme. Je ne suis pas d'accord, Philippe. Je vais être en désaccord total avec vous. J'ai le souvenir de 2015. J'étais encore dans le gouvernement de François Hollande. On a réussi à faire marcher 49, 50 chefs d'État. Le seul pleutre qui n'est pas venu, c'est Barack Obama, parce que il voulait venir, mais sa sécurité a, François, a interdit. Non, chacun avec sa sécurité. Donc c'était une armée mexicaine. Mais c'est pas simplement. Mais il y avait là. Il y avait pas que les policiers français. Est-ce que il y avait le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, il y avait François Hollande, chef de l'État. Ça n'a pas été un problème. Le monde entier a marché avec 4,5 millions de personnes, dont 2 millions pour la seule ville de Paris. Donc Emmanuel Macron, la réalité, c'est pas la peine de faire des grandes tirades. Il est pas venu parce qu'il y a 3 conseillers, je vous le dis, qui lui ont expliqué qu'il y aurait personne. Donc il a eu peur qu'il y ait personne. Il a eu peur du four. Mais sérieusement, hein, il faut pas le faire plus beau qu'il n'est, plus sophistiqué qu'il n'est. Emmanuel Macron, il est pas venu parce qu'il a pensé que ce serait un flop. Bon, après il s'est rattrapé, il a vu que ça n'en était pas. Mais le problème est là quand même. Voilà. Je suis pas d'accord avec vous tout à fait, Philippe. Voilà. C'est pas Philippe, c'est Thomas. On n'a plus Thomas, vous restez avec nous, Thomas, puisque vous allez jouer avec nous dans quelques instants. En attendant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur, cher procureur, monsieur le procureur. Contre la banalisation des insultes historiques. Oui. On en parle dans un instant, on fait le point. 0826 300 300. Si, comme Thomas, vous voulez bien entendu passer à l'antenne, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les Vraies Voix jusqu'à 19h. Hier, vous nous avez envoyé des mails en nous disant on veut Philippe Bilger, on vous l'a donné. On veut Françoise de Gois, on l'a invité. On veut Jean Dorido, il est là. Voilà, on ne peut pas vous faire plus plaisir. Ceux qui ont demandé Françoise de Gois, c'était juste après l'émission de Brigitte Lay sur le masochisme. Alors je me posais une relation de cause à effet. Vraiment, vous cherchez des poux, 17h18. Pourquoi Je n'ai pas vu un seul mail sur nous. Rien. Personne nous a demandé. C'est logique, on est toujours Philippe. Vous êtes des évidences. Vous êtes des évidences ou vous êtes surtout des gens qu'on peut pas virer dans un sens ou dans l'autre. Françoise, si je peux me permettre, je préfère le côté de Philippe. Oui. Restons sur vous êtes des évidences. Je pense la même chose en plus. Je pose mes jalons. Mes jalons pourquoi? Pour notre émission littéraire? Pour le jeu, bien sûr. Allez, dans un instant, on parle de quoi avec vous, Félix Mathieu? De la loi immigration adoptée au Sénat cet après-midi, de ces images des atrocités du Hamas projetées à l'Assemblée nationale et puis de l'état de catastrophe naturelle déclaré pour 244 communes inondées du Pas-de-Calais et du Nord. En 3 mots, ça donne immigration, exaction et inondation. Allez, c'est parti pour le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre les injures à connotation historique. Oui, en fait, je ne voudrais pas reprendre ce dont on a trop parlé, ce qu'avait dit Meurice en traitant Netanyahou de sorte de nazi sans prépuce ou avec prépuce. Et j'ai écouté récemment Bruno Gassio, avec lequel j'avais fait un livre de dialogue et qui n'a trouvé rien de mieux que de dire un peu emberlificoté comme moi à l'instant que le macronisme tendait au fascisme. Ce qui m'agace, c'est évidemment cette outrance du vocabulaire et cette inadéquation du vocabulaire avec la réalité qu'on veut décrire, et paradoxalement ça rend infiniment moins fort ce passé historique souvent monstrueux. Mais ça n'ajoute rien de parler de manière outrancière, sans rapport avec le passé dans son authenticité. Est-ce que c'est une posture qu'on s'assigne? Je ne sais pas. Je trouve ça absurde. Il y a 1000 manières de dénoncer Emmanuel Macron ou Netanyahou. On peut le faire autrement. Françoise de Gois. Moi, je pense que ça répond aussi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Philippe, parce qu'il y a des mécaniques qui sont identiques dans l'histoire. Je pense que quand on dit de Giorgia Meloni qu'elle est une néo-fasciste,
fasciste, c'est parce que sa stratégie de conquête du pouvoir est construite sur des faits, des choses qui sont tout à fait revisitables historiquement. Là où je suis d'accord, c'est de traiter tout le monde de facho, d'islamophobe ou de woke ou d'islamo-gauchiste. Ça, c'est complètement crétin. En plus de ça veut rien dire. C'est des mots, ou facho, c'est ce que je dis. Voir des fachos partout et voir des islamo-gauchistes partout, c'est délirant. Par contre, espèce de Macron fasciste, ça n'a rien à voir, Macron et fascisme, on peut dire il est né. Mais par contre, je pense qu'il y a une continuité historique dans les mécaniques pour prendre le pouvoir et pour être négationniste. Je pense qu'on peut traiter des gens de forissants aujourd'hui, oui, absolument. Jean de Rideau. Non, alors écoutez, pardon, ça me rappelle l'aphorisme fameux d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouté au malheur du monde, et c'est un fait qu'il y a une inflation parfois des mots qui est pas satisfaisante, c'est un fait. Les mots ont un sens. J'entends Françoise qui parle de Giorgia Meloni en Italie, je pense il y a plus de parti communiste en Italie, tu vois, je pense qu'il fait il fait bon vivre pour un communiste en Italie aujourd'hui que dans l'Italie des chemises noires des années 20. Allez, merci beaucoup les amis, merci beaucoup. On est très en retard. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont immigration, exaction et inondation. Le Sénat adopte sa version modifiée du projet de loi immigration. Le ministre de la Santé promet sur Sud Radio de faire rétablir à l'Assemblée l'aide médicale d'État pour les étrangers supprimée par les sénateurs. 3/4 d'heure d'atrocités insoutenables. Les images des exactions du 7 octobre du Hamas projetées dans quelques minutes devant 120 députés du groupe d'amitié France-Israël. Et puis le président Macron au chevet des sinistrés des inondations dans le Pas-de-Calais. 244 communes classées en catastrophe naturelle avec des fonds d'urgence pour les agriculteurs et les collectivités touchées. Les vraies voix Sud Radio. Pour l'adoption 210, contre 115. Le Sénat a donc adopté. C'est voté. La navette parlementaire va donc pouvoir repartir vers l'Assemblée nationale avec une version modifiée du projet de loi immigration. La majorité sénatoriale de droite et du centre y a notamment ajouté la suppression de l'aide médicale d'État pour les étrangers, l'AME qui serait remplacée par une aide médicale d'urgence, mesure à laquelle se sont opposés 3500 médecins dans une tribune. Alors, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, l'assurait ce matin sur Sud Radio. Il compte bien faire rétablir l'aide médicale d'État quand le texte reviendra à l'Assemblée nationale. C'est un dispositif de santé publique qui protège tout le reste de la population, parce que ces populations migrantes, fussent-elles sans papier, elles sont porteuses de plus de risques d'épidémies, de virus, de maladies pneumologiques, donc il faut les soigner. Et il faut pas renvoyer tout ce monde vers les urgences, sinon on va faire exploser notre système de santé. Je ne souhaite pas que les 3500 médecins signataires de cette lettre soient amenés à désobéir. Ils soigneront, mais en tout cas sur l'idée qu'on basculerait de l'aide médicale dans lequel il y a médecine de ville plus urgence dans un système où il y aurait plus que le soin urgent, ça, on n'ira pas jusque-là. Je crois que vraiment aujourd'hui, il y a très très peu de profiteurs de l'AME. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. L'Assemblée nationale doit se pencher à son tour sur ce projet de loi immigration à partir du 11 décembre, donc dans un peu moins d'un mois. Et le deuxième mot, exaction. Des images insoutenables des meurtres du Hamas vont être projetées dans quelques minutes à l'Assemblée nationale. 3/4 d'heure d'abomination projetées devant les 120 députés du groupe d'amitié France-Israël. Les images des meurtres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Israël les a compilées pour montrer dans le monde entier la nature des actes commis ce jour-là. Le journaliste Paul Amar a visionné l'indicible hier avant d'exprimer son ressenti sur les réseaux sociaux. Extrait. Il dure une éternité. Je voudrais pouvoir l'oublier, je ne l'oublierai jamais. Ces scènes d'horreur et de liesse mêlées, l'horreur vécue par ces enfants, ces femmes, ces hommes, traqués, égorgés, assassinés par des hommes. Ces derniers soupirs, couverts par les cris de joie de ces bourreaux qui envoient ces images live à leurs commanditaires et à leurs familles hilares. J'ai déjà couvert des guerres, des émeutes, des coups d'État, j'ai déjà vu des scènes macabres. Je n'ai pas le souvenir que des tueurs aient ainsi voulu ajouter à ce point l'horreur à l'horreur. Tuer une seconde fois par mutilation ou par décapitation leurs victimes déjà mortes. Le Hamas l'a fait, c'était le 7 octobre 2023. Paul Amar et son ressenti après le visionnage de ces images projetées à partir de 17h30 à l'Assemblée nationale. Un mot, les Ce sont des horreurs, mais il est intéressant, si j'ose dire, de voir au sein du groupe macroniste des oppositions, certains ne souhaitaient pas qu'on montre ça aux députés. Françoise Leroy.
Faut le voir, moi j'ai mon portable qui est rempli de vidéos et je peux pas les regarder. Je salue tous les journalistes et les députés. J'ai beaucoup de députés qui y vont, des copains à moi, pas simplement de gauche, et je leur dis écoutez, courage, parce que c'est intenable en fait. Est-ce qu'il faut les regarder en fait? Est-ce qu'il faut aller les voir? Oui, absolument, pour l'histoire. Jean Dorido. Pour l'histoire. Il faut les regarder si c'est en rapport avec votre métier. Maintenant, sinon, non. Enfin, c'est absolument traumatisant. C'est au-delà du vertigineux. Donc, c'est important quand c'est possible par rapport à son métier de se protéger de l'horreur. C'est bien. Ceci dit, là-dessus, Jean, vous serez d'accord. C'est bien que la presse française ait refusé. Il y a une presse, des journaux même européens qui ont diffusé. Et moi, je trouve qu'on a été super bien de pas le faire. Troisième mot, inondation. Emmanuel Macron, s'est rendu auprès des sinistrés du Pas-de-Calais. Des sinistrés qui ne sont pas au bout de leur peine et qui redoutent les nouvelles pluies à venir. Après des jours de crues et d'inondations, une annonce était particulièrement attendue pour faciliter les indemnisations par les assurances, le classement catastrophe naturelle. Si je suis là, je le disais, c'est pour vous dire notre solidarité, notre soutien. Elle va se traduire dès cet après-midi par le classement de toutes les communes qui l'ont demandé en catastrophe naturelle. Donc il y en a 214 sur le département, une trentaine dans le Nord. Toutes celles qui l'ont demandé à date, ce sera publié donc au JO de demain. Évidemment, il peut y en avoir d'autres après qui viennent, et donc c'est un dispositif très souple et qui gardera toute sa souplesse dans les jours et les semaines qui viennent. Emmanuel Macron annonce aussi un fonds de soutien de 50 millions d'euros pour les collectivités sinistrées. Le dispositif des calamités agricoles sera activé en plus d'un fonds exceptionnel de soutien aux agriculteurs pour ces inondations et ces tempêtes en Normandie et en Bretagne. Merci beaucoup Félix Mathieu. On retrouve tout à l'heure après 18h pour le Top Click. Et plus de la moitié des élèves de 4e ne sait pas lire convenablement ni résoudre de simples problèmes de mathématiques. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal, qui parle d'une situation inquiétante. On va en parler avec Jean-Paul Brigelli, qui est avec nous, agrégé de lettres et ex-professeur en classe préparatoire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Qui est selon vous le premier responsable de ce déclassement scolaire? Je dirais René Haby, ministre de l'Éducation dans les années 70. C'est lui qui a imposé ce qu'on appelle le collège unique, c'est-à-dire le nivellement par le bas, l'égalitarisme qui a fabriqué plus d'inégalités que jamais l'élitisme républicain n'en a conçu. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez commenter notre question du jour. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, Jean Dorido, docteur en psychologie. Vous avez vu, comme ça, on fait large. On fait très large. Et puis là, je peux vous dire que Jean Dorido prend de la clientèle en termes de psy, avec Françoise Degois à côté de lui. Pourra nous soigner. Ouais, non, c'est nous qui allons soigner, surtout. Parce que le psy est dingue. Malheureusement, j'ai peur que ce soit 20. Allez, 0826 300 300, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et selon le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, les résultats des élèves de 4e ne sont donc pas suffisamment satisfaisants. Ils sont même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement. Et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. C'est ce qu'a dit en tout cas le ministre. On en parle aujourd'hui avec notre invité que nous accueillons, Jean-Paul Brigelli, qui est avec nous, agrégé de lettres, ex-professeur en classe préparatoire. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio avec nous. D'abord un tour de table avec nos vraies voix, et on commence forcément par Philippe Bilger sur cette école en péril. À côté de cette mauvaise nouvelle, il y a tout de même de la part du ministre l'annonce que pour la 6e, ça allait un petit peu mieux. Mais je rejoins ce qu'a dit Jean-Paul Brigelli, qui pointe la responsabilité centrale de la réforme Haby avec le collège primaire. Mais la question de Sud Radio nous interpelle en proposant 3 responsabilités. Je suis navré. Ou les 3 d'un coup. Je mettrais les 3 ensemble pour expliquer pourquoi il y a le déficit. Parfois même d'aucuns parlent de désastre scolaire, mais comment dire, je voudrais clôturer cette première intervention en disant, en surestimant probablement, va dire Françoise, le ministre Attal, je suis heureux, même si ça reste très superficiel, qu'on ait un ministre qui semble avoir pris la mesure un petit peu de notre déclin sur ce plan. Vous êtes enseignant, parent d'élève, élève, appelez-nous au 0826 300 300, Françoise Degois. C'est marrant quand Philippe Bilger, entre guillemets, s'amoura
lâche d'un seul coup. Mais Gabriel Attal ne fait que répéter ce que Jean-Michel Blanquer a dit, ce que Najat Vallaud-Belkacem a dit, ce que François Bayrou disait déjà. Je me souviens de François Bayrou déjà. Moi, ce sujet, mais notre ami professeur va certainement nous éclairer. Mon sentiment est quand même que nous posons de toute façon éternellement, au moins 3 fois par an, dans les médias, toujours la même question, pourquoi ça va aussi mal, et que nous avons 3 fois par an, jamais, on n'a jamais les réponses en réalité. Moi, je dirais qu'il y a probablement peut-être un problème de surcharge de classe déjà, pour commencer à enseigner. Moi qui enseigne d'autres matières, c'est très compliqué si vous avez 40 personnes ou si vous en avez 20, c'est des choses différentes. Mais je voulais surtout savoir quel est ce karma, cher professeur, qui fait que ça fait 25 ans qu'on pose toujours la même question sans aucune réponse. Jean Dorido. Ce que j'aime, ce que je retiens, c'est l'avis de nos auditeurs sur Twitter qui disent que ce ne sont pas les enfants qui sont responsables. Les élèves, 0%. Oui, parce que ça, c'est quand même une réalité. Les enfants sont intelligents. Ils sont même et même, vous savez, qu'en psychologie, on sait que l'intelligence augmente. C'est-à-dire que quelqu'un, le QI, la moyenne, c'est 100. Quelqu'un qui a 100 de QI aujourd'hui est plus intelligent que quelqu'un qui avait 100 de QI dans les années 20, par exemple. Vous parlez des enfants. Oui, pour les personnes d'un certain âge, c'est différent. Non, mais sans blaguer. Les enfants, oui, parce que là, nous, on a 100 à 5 en fait. On se donne du mal déjà. Et sans blaguer, c'est quand même. Et donc, pardon, sans anticiper trop, il y a quand même un bug dans notre système éducatif. Effectivement, j'aime bien ce qu'a dit notre invité. On a l'éducation nationale, c'est le plus gros. Pardon, Françoise, c'est le plus gros budget de l'État. Mais je quand sais. même. Pourquoi tu dis pardon? On a des sous-marins nucléaires en France. On a des trucs qui coûtent une fortune. Et ben, le plus gros budget, c'est l'éducation. Et c'est une machine à construire des inégalités. Et ça, c'est dégoûtant. Et puis, c'est un problème parce qu'on a besoin de personnes avec des bons diplômes, des bonnes formations pour plus tard. Jean-Paul Brigelli, c'est le premier budget de l'État. Ça coûte plus de 150 milliards par an quand on compte l'État, les régions, les départements, les communes. On n'en a pas pour notre argent. Ça marche pas, voilà. Alors, si c'était une entreprise, elle serait en faillite depuis très longtemps parce que le retour sur investissement est à peu près nul. Voilà, c'est à fond perdu. Au moins, c'est clair. Parlons vrai. Où vont les fonds? Alors, pour reprendre ce que disaient vos invités, premièrement, bien sûr que c'est pas la faute des enfants. Les enfants sont une matière inerte que nous devons former et malheureusement, dans certains cas, déformer. Actuellement, ils sont plutôt déformés. Je voudrais revenir aussi sur l'affirmation sur laquelle tous les ministres, non, Najat Vallaud-Belkacem, s'est toujours félicité de la réforme qu'elle avait lancée. Oui, j'étais absolument certaine qu'il y aurait un truc sur Najat. Je l'ai mis. Dans un gouvernement bien fait, on va dire la Convention 1793, elle passerait en procès pour atteinte à la sûreté. Non, mais soyez sympa, n'allez pas dans les excès. Deuxièmement, si on veut chercher qui sont les responsables, alors il y a des politiques de droite et de gauche. Là, c'est à peu près à égalité. Les gens de gauche l'ont fait par idéologie. Je rappelle que la définition qu'Hannah Arendt donnait l'idéologie, c'est ce qui n'a aucun rapport avec la réalité. Bon, et les gens de droite l'ont fait par bêtise, parce qu'ils ne connaissent rien à l'éducation et qu'ils ne veulent rien en connaître. Dis donc, voilà, c'est merveilleux. Quel sens de la nuance. Les élèves sont là pour être défendus. Attendez. C'est absolument énorme, parce qu'ils se sont livrés à ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est-à-dire la certitude que l'enfant devait dorénavant construire lui-même ses propres savoirs. Le seul qui a fait ça, c'est le petit Blaise Pascal. Vous savez, à 10 ans, il a retrouvé les 12 premiers principes d'Euclide, mais pas vous, pas moi. Voilà. Et certainement pas eux. Les parents ont une responsabilité écrasante. Les parents, ce sont ceux qui offrent des smartphones à des gosses de 10 ans, ce qui leur permet de surfer sur Xhamster et Pornhub. Parce que c'est la réalité technique, ce qui permet, et alors là je peux vous donner des exemples précis, à des gamines de se prostituer dans les chiottes des collèges en 6e. Mais d'accord. Voilà. Quant à ce qu'a dit le ministre, c'est un excellent communicant, Attal. Et tous les 15 jours, il sort quelque chose qui va fracasser les foules. Il y a 15 jours, on nous disait que 45% des élèves de 6e ne savaient pratiquement ni lire, ni écrire, ni compter. On s'étonne maintenant, vu que l'on applique toujours la réforme du collège lancée par Najat Vallaud-Belkacem, voire précédemment, on s'étonne qu'en 4e, les chiffres soient les mêmes. Alors il faut comprendre ce que c'est qu'une statistique. Lorsqu'on dit que presque la moitié des élèves ne savent pratiquement ni lire, ni écrire, ça veut dire que c'est
en moyenne, il y a des endroits où il y en a peut-être 10% et des endroits où il y en a 95%. Mon dernier livre s'appelle L'école à deux vitesses. C'est cette école qui a été construite patiemment, d'une façon organisée, savante, par tous les politiques depuis une quarantaine d'années. Si on veut, d'une façon ou d'une autre, réformer ce système, c'est-à-dire si on veut cesser de se priver des jeunes intelligences que nous maintenons dans le ghetto intellectuel, il faut totalement reprendre ce qui a été fait, par exemple, en finir avec le collège unique, parce que ce n'est pas vrai que c'est parce que nous avons beaucoup d'élèves que l'on n'y arrive pas. Quand on a beaucoup d'élèves compétents, ça ne pose aucun problème. En revanche, quand on a des élèves qui ont des grandes difficultés, il ne faut pas en avoir plus de 12 ou 13. Ouais, Philippe Bilger. Attendez, on va faire réagir les vraies voix. Si vous permettez. La capacité soit proportionnellement inverse aux réalisations. On fait réagir les vraies voix, si vous permettez. Jean-Paul Brigelli, moi je rejoins, mais sans avoir votre savoir, en grande partie vos idées relativement provocatrices. Moi j'aurais souhaité vous demander à partir de quand vous situez ce basculement presque philosophique dans l'enseignement, c'est-à-dire le maître qui n'est plus écouté comme aux époques que j'ai connues, et l'élève qui devient d'une certaine manière l'enseignant principal. Est-ce que cette démagogie a commencé quand, à votre avis? Alors en fait, contrairement à ce qu'on croit, ça a commencé avant 68. Le directeur général de l'enseignement scolaire en 62, vous savez, c'est le vrai ministre, hein, les autres sont des pantins qui sont mis là en place pour faire joli. Le DGESCO, donc, comme on dit, a lancé une grande enquête pour savoir quel français on allait apprendre à l'école. C'est une question qui semble bizarre, hein, parce que vous et moi, nous avons appris un français qui venait de La Fontaine, de Hugo, de Rimbaud, etc. Non, on a déterminé à ce moment-là qu'il fallait apprendre la langue de la rue. Le DGESCO en question s'appelait René Haby, il a été fait ministre de Giscard. Toujours lui. Oh là là, voilà. Il n'y a pas de hasard. Quant à savoir le moment précis, c'est très simple, c'est la réforme Jospin, c'est-à-dire le moment où les élèves ont été censés construire eux-mêmes leur propre savoir, ce qu'on appelle le constructivisme, où on leur a donné la parole, c'est-à-dire qu'ils ont eu le droit de balancer n'importe quelle idée insensée face à celle du prof en disant « c'est votre avis, c'est pas le mien ». Mais qui tu es pour prétendre avoir un avis? Excusez-moi, pendant des années, le premier mot en classe, c'était silence. Oui. C'était exactement comme à table. Jean-Paul Brigelli, les vraies voix veulent réagir. Non, mais les enfants ne parlent pas à table. Les enfants ne parlent pas à l'école. Je pense il y a des inspecteurs généraux actuellement qui demandent qui en classe. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez je vous demande de vous arrêter avec gentillesse pour vous dire que moi j'entends vos méthodes éducatives. Moi je sors d'une famille de professeurs. Mon père était prof, ma tante, mes oncles, etc. Ça va de l'instituteur au prof de préparation aux grandes écoles. Heureusement. Excusez-moi, je voulais juste dire que vos méthodes éducatives vous illustraient parfaitement ce que vous pensez être l'idéologie, si vous voulez, de Hannah Arendt. Moi, je vous entends, j'entends votre dureté, une espèce de caricature que vous faites. Il n'y a aucune place à la nuance. Vous nous expliquez les smartphones. Les smartphones, c'est aussi, pourquoi pas, l'ouverture aux autres. Moi, je suis dans ma famille. Il y a des mômes qui ont entre 8 ans et 20 ans. Eh bien, voilà, ils savent écrire, un peu moins bien que nous, il est vrai, mais quand même avec Google, puisque je cite Google, mais ils ont aussi une ouverture au monde. Ils envisagent de faire leurs études ailleurs, pourquoi pas en Italie, pourquoi pas aux États-Unis. Vous balancez tout était mieux avant, c'est le mieux avantisme avec un autoritarisme dont on n'en a rien à fiche. Je sais pas comment vous avez mené vos classes, hein, mon cher professeur. J'imagine que vos élèves ont très bien réussi. Je ne mets pas en cause votre fonction, mais sérieusement, soit vous êtes de la provocation, vous pouvez pas tenir ce discours sérieusement, c'est pas possible. Jean je vous le dis. Hein. J'ai mené mes classes, alors je vais être clair, j'ai mené mes classes de façon à ce que chaque élève aille au plus haut de ses capacités. Ouais. Mon père, il a fait pareil, il était agrégé de maths, il a mené toutes ses classes avec de la douceur. En fonction de leurs capacités. Bah oui, c'est tout. Écoutez, je ne cherche pas à les ouvrir sur la vie, à les ouvrir sur le monde, à leur faire comprendre l'écologie, à leur faire comprendre la bonne façon de manger, etc.
j'enseigne le français. Et le français, c'est une langue très particulière qui est, quand elle est parlée, qui est comme de l'écrit. Je note que vous, en tout cas, vous incarnez ce que vous proposez, puisque c'est vrai que c'est pas simple de réussir à être dans l'échange. C'est très très descendant, je trouve, votre intervention. Je vous le dis en toute transparence. Je ne vous rejoins pas, bien qu'ayant vécu un système éducatif plus traditionnel que ce qui existe aujourd'hui. Je vous rejoins pas quand je vous entends parler de la responsabilité des parents, puisque précisément l'école, elle est là justement pour pallier les difficultés des parents. On le sait, des enfants qui viennent du quart-monde et qui se retrouvent à l'école et qui sont des enfants très intelligents, pleins de potentialités et je vous trouve, je vous le dis, trop sévère en critiquant les parents. Je rejoins l'avis de François sur le smartphone. C'est un outil extraordinaire. Comme tous les outils, eh bien, il dépend de l'usage que l'on en fait. Bien sûr, la pornographie que vous évoquez, c'est un souci, évidemment. Pour autant, je vous trouve, oui, c'est vrai, trop sévère dans les critiques que vous faites auprès des parents. Les parents, ils font de leur mieux pour aider leurs enfants. Ils les envoient à l'école et c'est vraiment dommage que l'école ne soit pas plus performante. Ça, c'est un fait. On part au standard. Alors, on va reprendre la base. L'école, elle a été définie une fois pour toutes par Condorcet en 1792. Ça ne nous rajeunit pas, c'est vrai. L'éducation est du ressort des parents, l'instruction est du ressort de l'école. Quant à l'informatique, je vous rappelle que les ingénieurs de la Silicon Valley envoient leurs enfants spécifiquement dans des écoles sans ordinateur, sans smartphone, avec du Allez, Jean-Paul Brigelli, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Oui, on a compris. S'il vous plaît. 0826 300 300. Thomas qui veut réagir du Val d'Oise. Oui, merci beaucoup. Déjà, moi, je voudrais revenir sur notre sujet. Je pense que ce sont avant tout les élèves qui subissent toutes les mauvaises décisions qui ont été prises depuis toutes ces années. Et je pense aussi qu'il ne faut pas confondre intelligence et réflexion. L'intelligence, c'est quelque chose qu'on acquiert à l'école tranquillement, voilà, on apprend et ça se passe bien. Et la réflexion, en revanche, c'est tout ce qu'on va nous-mêmes pouvoir ressortir lors des discussions ou quoi. Et aujourd'hui, c'est la réflexion, je pense, qui est très très compliquée à mettre en œuvre. On a des programmes qui aujourd'hui sont trop spécialisés, je pense. Je suis entouré de professeurs et quand je vois les sujets qu'ils abordent avec leurs élèves, aujourd'hui mon beau-frère professeur d'histoire géo me dit que lui il se régale parce qu'il adore la géopolitique, mais ses élèves en revanche sont beaucoup moins passionnés, c'est beaucoup trop spécialisé. Juste une petite anecdote me concernant, lorsque j'ai fait ma JAPD il y a quelques années maintenant, ça remonte. Je suis passé pour un génie parce que j'ai su interpréter une grille de télépoche et dire je pouvais pas regarder 2 programmes à la même heure sur 2 chaînes différentes. À peu près 90% de la session n'a pas su le faire. Et là, je me suis dit ok, il y a un gros souci. Voilà. Très franchement, voilà, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut vraiment tout remettre en cause. Et comme disait votre invité au téléphone, l'instruction revient vraiment à l'école. Laissons la part d'éducation aux parents. L'école n'est qu'un acteur de l'éducation. Par contre, l'instruction, faut mettre le paquet. Faut vraiment y aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thomas. Vous restez avec nous. On vous récupère dans quelques instants. Merci beaucoup, Jean-Paul Brigelli, d'avoir été avec nous, agrégé de l'ATX, professeur en classe préparatoire. Merci, les vraies voix. On fait une petite pause. Les élèves ont voté. Il y en a 1% qui pensent que c'est la faute des élèves. Maintenant. Très bien. Il y en a 90% qui veulent jamais avoir un Brigelli comme prof. Je crois que c'est vos enfants qui votent. Brigelli, j'ai eu dans des salons. On revient dans un instant. Restez avec nous. 0826 300 300. À tout de suite. Bienvenue 0826 300 300. C'est le numéro qu'il vous faut. C'est les vraies voix. Ça va. Les vraies voix. Non, mais il y a vraiment 2 parties de la table. Il y a ceux qui sont d'accord avec Brigelli et ceux qui sont pas d'accord. Il faut vraiment un débat. Les amis, François. La naphtaline, ça sent fort. Non, mais les amis, vous vous rendez compte que vous dites des choses. Mais est-ce que je peux parler? C'est dingue ça. Vous dites des choses, certains auditeurs arrivent, on ne comprend pas ce que vous dites.
dites. Voilà. Donc, nous sommes contre la sévérité extrême de l'éducation développée par notre invité précédent. Voilà. Évidemment, Philippe Bilger adore ça. Et vous aussi, Cécile de Minibus. Je tenais à le dire. Non, voilà. je n'ai pas dit ça. Ça balance. Je n'ai absolument pas dit ça. J'aime bien que Cécile soit pour la J'ai dit que ma famille avait été élevée à la Légion d'honneur et que ça ne faisait pas d'eux des gens ni frappadingues, ni voilà. Après, c'est une, je pense, c'est singulier en fonction de la personne. Mais maintenant, il y a qui c'est qui l'a dit. Et bien sûr, alors là, il n'y a plus de règles. Le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on va le faire avec Monsieur Brigali. Vous allez voir, ça va bien vous calmer. Oh, tu parles maintenant. S'il vous plaît. Ça va vous détendre. 0826 300 300, c'est le numéro de Thomas qui veut jouer avec nous. Et Thomas, vous avez bien raison. Vous répondez à la question en premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les mauvais élèves qui répondent à votre place. Elle est méchante. Elle est méchante. Attention, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien. La France a encore une place sur l'échiquier mondial. Allez, je me lance et je dirais Édouard Philippe. Non. Emmanuel Macron. Non. François Hollande. Bonne réponse de Jean Dorido, c'est François Hollande. Moi, je suis aux fraises. Hein. Qui c'est qui l'a dit, Thomas? Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de formulations de Jean-Luc Mélenchon dans ses tweets. Oh. Ah oui, je sais. Manuel Bompard? Non. Raquel Garrido. Non. Ah, c'est bien. Bah, c'est François Ruffin. Non. Clémentine Autain. Bonne réponse, C'est moi qui l'ai dit Clémentine en Autain. premier. Non, c'est moi, là. C'est pas vrai, on partage. Mais Non, c'est pas j'allais vrai. le dire. Vous avez eu la voix dominante Non, tout à mais l'heure. c'est parce qu'elle pas a dit vrai. Clémentine et vous avez dit Autain. On partage le point. Non, Je mais veux un c'est point partout. Ah, bah oui, Bah, faut pas allez. exagérer. Vous rugez. Hein. Oh mais non, mais c'est toi qui exagères. C'est vous qui exagérez, Bilger. Ressaisissez-vous, Bilger. Élève Bilger. S'il vous plaît. En général. Qui c'est qui l'a dit? J'ai même du mal à le dire tellement j'ai envie de rire. Au sujet du voyage d'Anne Hidalgo en Polynésie, c'est à la justice de dire la légalité de ce déplacement. Qui a dit ça, Thomas? Rachida Dati. On l'avait tous. Ah, vous levez le doigt maintenant. Vous allez voir. qui Tiens. Moi, je suis pour Thomas. Je le dis. Ah, moi aussi, je suis pour Thomas. Qui c'est qui l'a dit au sujet de l'antisémitisme? Il est indispensable que la gauche soit beaucoup plus forte et présente sur cette question. Je sais. Thomas? Eh bien, on va dire Maman Brie. Yann Moza. Bonne réponse. Ah, je t'ai eu. Hein. J'allais le dire. Et c'est toi qui me parles dans le casque. C'était qui? Yann Brossard. Moza. Non, mais non, vraiment, Yann j'avais pas Brossard, compris. oui, Yann Il l'a Brossard. dit l'autre soir. Yann Non, Brossard. mais je le crois. Je le crois. Ouais. Françoise, j'avais Qui pas c'est qui compris. l'a dit? Je fais une différence très claire entre l'islamisme et l'islam et je ne sais pas qui amène le Rassemblement national à se mobiliser contre l'antisémitisme. C'est la haine indifférenciée des musulmans, rien d'autre. Voilà. Thomas, Eh non. bien, Thomas. On va vous Je aider, dirais- c'est un député du sud-ouest de la France. Ouais. Ah, la C'est salle. pas. Non, du Lot. Il est plus député, la salle. Ah, je sais. Aurélien Pradier. Il On l'a l'a dit. vu. Aurélien. Ouais, d'accord. Là, Ouais, c'est vrai. 2-2, là. Ils sont fous, hein, ils sont fous. Bah ils non, sont bah, hystériques. mais Et faut on se l'a dit battre, en même hein. temps, mais tu l'as eu en premier. Allez, allez, qui c'est qui l'a dit? Leur laisser toute S'il leur vous chance. plaît, qui c'est qui l'a dit? Le député David Guiraud a déshonoré son mandat et ses électeurs. Thomas. Je sais. entendu ça. Non, non. Raquel Garrido. Non. Gérald Darmanin. Bonne Votre réponse. ministre, Thomas. Gérald Darmanin, Ah, le ministre je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. J'ai bossé mon actu. Thomas, c'est votre ministre. Aïe, 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 aïe. Bah alors Thomas. Allez, qui c'est qui l'a dit sur la marche contre l'antisémitisme? Ce rassemblement n'a pas atteint son objectif de ramener l'unité du pays. Eh bien, je dirais Jean-Luc Mélenchon. Non. Oui, mais. Mais pas loin. bonne réponse, Manon Aubry. Il a dit Ouais, juste. bah voilà, Bah, ouais, bravo. ouais, Il a ouais, dit ouais. Jean-Luc Mélenchon, Thomas. Manon Aubry. Ah, Non, non, c'est bon, c'est pour lui, arrêtez. Ouais. On est à combien? Attends, on Eh y ben, est. Jean Dorido, 3 points. Thomas, Mais il y 2 a encore points. une question. Françoise Degois, 2 points. Et Philippe Bilger, 1 point. Il n'y a pas une autre question. Non, on n'a plus le temps. Eh ben ça s'arrose. Ça Allez fait Thomas, plaisir. bravo, merci d'avoir joué avec nous. Ne bougez Merci pas dans beaucoup. un instant, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. On parle de quoi? La manifestation du 19 novembre, elle est pas gnangnan. Et avec Jean Dorido Comprendre le refus d'obtempérer. et Françoise Degois. L'ambiguïté terrible de l'imam de la mosquée de Paris. On a hâte de vous entendre. 0826 300 300, c'est les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Comprendre, franchement. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, on est ensemble dans les vraies voix, forcément jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour. Forcément. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido sont avec nous, docteur en psychologie. Et d'ailleurs, vous passerez voir Jean Dorido. Vous avez vu, vous avez entendu l'adverbe que vous avez utilisé.
Forcément. Et là, Jean Doride, forçat, forceps, il y a un côté prisonnière. Expliquez-vous, allongez-vous, Cécile, expliquez-nous. En quoi êtes-vous prisonnière de Philippe David? Non, je dis pas ça, je dis que parce que c'est une évidence. Ah, d'accord. Voilà. C'est différent. Et voilà, pam, pam. Et comme on dit en français, dans le cul. Allez, tout de suite. Dans le mille, tout de suite, le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Pardon, Félix Mathieu. Et après son voyage en Polynésie, le retour de d'Anne Hidalgo en Conseil de Paris était très attendu et forcément, elle est partie. Je ne sais plus. Voilà, elle a tenu ses promesses. Il a été forcément. Oui. C'était attendu effectivement et ça a tenu ses promesses avec dans son costume habituel d'opposante sans merci l'ancienne ministre de la Justice et maire du 7e arrondissement de la capitale, Rachida Dati. Votre désinvolture, c'est la même d'ailleurs qui vous coûte très cher, si l'on peut dire, dans le cadre de votre voyage à Libye, à Tahiti, dont on apprend encore ce matin que vous avez bénéficié d'un hélicoptère, alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne. Vos notes de frais opaques, dont on sait maintenant qu'elles financent votre garde-robe, et les voyages injustifiés ne sont qu'un des signes. Intervention de Rachida Dati qui a provoqué cette réponse franchement agacée de la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Si vous trouvez trace d'un hélicoptère, prévenez-moi parce que je n'en ai pas vu trace. Vous dire aussi que vos insinuations, vos attaques permanentes, vous avez convoqué la presse pour qu'il y ait un show. Voilà, vous êtes messieurs, mesdames, les journalistes convoqués au Dati Show. Depuis ce matin, je reçois des messages. Alors, le Dati Show. Le Dati Show. Bon, alors il n'y avait pas que Rachida Dati quand même dans ce conseil de Paris. Décidément, il était agité puisqu'Anne Hidalgo s'en est pris à un conseiller municipal aussi de la France Insoumise, Laurent Sorel, qui venait d'intervenir sur le conflit israélo-palestinien. Des Palestiniens chassés de leurs terres en Cisjordanie et des Gazaouis enfermés dans une prison à ciel ouvert. Un élu insoumis qui avait pourtant pris soin aussi d'apporter cette précision bien loin des ambiguïtés reprochées à d'autres de son camp. Il y a eu les massacres horribles de civils, actes terroristes, perpétué par le Hamas le 7 octobre, que rien ne justifie. Eh oui, perpétré, voulait-il dire. En tout cas, au-delà de cette précision, la maire de la capitale lui a adressé une réponse particulièrement sèche. Je tiens à dire quelque chose ici. Je suis tellement fière et heureuse de ne pas vous compter, vous et la LFI, dans ma majorité. Mais vraiment tellement heureuse. Tellement heureuse. Anne Hidalgo, décidément remontée contre ses oppositions de gauche comme de droite. C'est musclé un conseil municipal à Paris. Dès qu'il y a Rachida, notamment, ça part. Non mais c'est franchement, Hidalgo est fine. Le Dati Show, c'est ça. Mais moi, je dis pas ça pour le critiquer parce que je suis la première à être aux premières loges. Je pense que la moitié des accusations sont complètement farfelues, mais c'est très drôle à écouter. C'est aussi malheureusement la limite de Rachida Dati, c'est-à-dire que c'est une showgirl hors du commun. Les gens se l'arrachent pour être sur les plateaux les soirs d'élections présidentielle ou bien européenne. C'est la reine de la punchline, mais en réalité, ça marche pas si bien que ça. Depuis combien de temps veut-elle être maire de Paris? Elle n'y arrive pas. Jean de Rideau. Oui, alors je trouve ça pas très juste le tac sur le fait qu'elle n'est pas maire de Paris, parce qu'en fait c'est des élections particulières. C'est comme le président aux USA, c'est-à-dire que c'est en nombre de voix, elle est devant Hidalgo, mais comme c'est les grands électeurs ensuite, mais de fait, elle n'est pas maire de Paris. C'est ce qui oblige Hidalgo de composer avec des écolos, et c'est ça qui explique en fait les aberrations qu'on voit à Paris, parce qu'elle est obligée d'avoir des écolos avec elle, sinon elle n'est pas maire de Paris. Et on va vous amène notre jolie ville de Paris. Alors là, moi je pense que pour connaître Anne Hidalgo, je connais très bien ses défauts. La façon dont elle envoie la LFI aux fraises, il faut l'encaisser, ça, en conseil municipal. Bon, mais non, je pense que au-delà de l'écologie et de l'alliance écolo, c'est sa croyance à Anne Hidalgo, sa conviction de elle est croyante, elle n'est pas pratiquante. Et si elle est pratiquante sur le vélo. À Paris, merci. Non, c'est sa croyance. Ça n'a jamais été aussi pollué, aussi sale. Mais c'est pas vrai. Là, Hidalgo peut mieux faire. Elle a complètement changé. En tout cas, elle a complètement, en bien ou en chacun pense qu'il veut, elle a complètement changé la physionomie de Paris. Dans le sens des nouvelles mobilités urbaines, et ça, c'est exceptionnel, je trouve. Ah bah oui, il y en a plus beaucoup des mobilités urbaines. Si, elles sont toutes dans la Seine. Allez, continue. Et moi, je voudrais pousser un coup de gueule sur une information qui ne buzz pas, mais qui devrait buzzer, à mon avis, vu la gravité des faits. Une information
information qui vient de sortir nous apprend que l'Azerbaïdjan aurait mené sur Internet une campagne de manipulation visant à nuire à l'image des JO de Paris 2024 et par ricochet évidemment à la France. Une campagne menée en rétorsion du soutien de la France à l'Arménie dans le conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Et deux choses me choquent. La première, puisque c'était sur Twitter, c'est que Twitter France n'ait pas bloqué ses comptes qui étaient destinés à salir notre pays. Des comptes dont Viginum, Vigilance numérique, l'organisme de lutte contre les ingérences numériques, a démontré qu'ils étaient orchestrés pour nous nuire. La seconde, c'est qu'un réseau social doit avant tout être un réseau social et non pas un vecteur de désinformation avec des fake news balancées par n'importe quelle officine plus ou moins malhonnête. J'espère désormais que la France aura une réaction virile mais correcte, pour utiliser un terme de Walter Spanghero, pour faire une explication de texte à l'Azerbaïdjan. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger, que c'est pas scandaleux qu'on puisse balancer n'importe quoi et que Twitter ne fait rien? Bien sûr. Alors, sur l'explication, je sais que vous allez vous énerver, mais que vous serez d'accord avec moi, mon cher Philippe. Il n'y aura pas d'explication avec l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce que Bakou et parce que le pétrole et le gaz, et parce que l'Azerbaïdjan c'est la Turquie, et que toutes nos contorsions avec la Turquie, on leur donne les clés des migrants, mais on a la Turquie qui nous menace du retour des croisades. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un réagir au discours d'Erdogan? Vous avez entendu quelqu'un dire alors qu'il parlait de retour des croisades? C'est ce que je viens de dire à l'instant. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire quoi que ce soit? Parce que tout le monde s'écrase, parce que mon Dieu, il a la clé des migrants, et si jamais il ouvre, on donne combien? 1,5 milliard par an pour les 4,5 millions de migrants syriens, parce qu'on a délégué la gestion de ces personnes absolument dans un état pitoyable. Donc, vous savez, on dira rien sur l'Azerbaïdjan, on se taira comme d'habitude, parce que égale le pétrole. Jean Dorido. Eh bien, écoutez, je vous en parlais de Bakou, et en l'occurrence, bon cas contre les JO de Paris, c'est un coup bas. Ça, c'est joli. Hein, excusez-moi, là, sur Bakou, c'était vraiment de l'humour low cost. Bakou, oh là là. C'est un festival. Waouh. 0826 d'habitude vous êtes tellement forts tous les deux. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes des rois de la contrepétrie. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un petit coup de mou, c'est vrai. Venez nous aider, s'il vous plaît. Ne nous laissez pas ici. SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous supplie, faites quelque chose pour nous, parce que là, je ne peux rien faire. Dans un instant, j'arrive même pas à le dire tellement je suis au bout de ma vie. Le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger, on parle de quoi? Le 19 novembre, ils ne seront pas gnangnans. Ah, ils ne seront pas gnangnans. Mais de qui parle-t-il? Les teasing. ambiguïtés de l'imam de la mosquée de Paris. Et avec vous, et Jean un nouveau Dorido. refus d'obtempérer qui a abouti à un drame à Paris. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, c'est le numéro qu'il vous faut. Et on est ravis de vous accueillir dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Jean Dorido, docteur en psychologie, et vous, bien entendu, puisque vous êtes les bienvenus, c'est votre maison ici. Vous avez la parole, parlons vrai, 0826 300 300, et c'est le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voulez parler de 500 personnalités du monde de spectacle qui ont appelé à une marche silencieuse pour l'appel lundi prochain. Voilà, une marche tranquille, pacifique, silencieuse, sans slogan. Alors évidemment, la première impression, c'est elle peut être que ça servira à rien et qu'ils sont un peu gnangnans, quoi. En disant, il y a la barbarie du 7 octobre, mais nous on veut une solution politique, on veut la paix, on souhaite que tout le monde s'entende. Ça peut apparaître, j'allais dire presque une grossièreté, mais n'empêche, mon Dieu, dans ce moment épouvantable, qu'il y ait une forme de mièvrerie démocratique, ça fait pas de mal. Alors, je suis persuadé qu'il y aura du monde le 19 novembre à l'appel de ces gens-là qui veulent un monde qui, pour l'instant, n'est pas irénique, qu'ils l'espèrent un peu meilleur. Françoise Degois. Je suis absolument d'accord avec Philippe. Moi, il faut se projeter. Alors, quand vous voyez le massacre, vous comprenez qu'il y a eu la volonté de briser les Juifs au plus profond d'eux-mêmes. Il y a eu la volonté de déclencher, bien sûr, une riposte aveugle d'Israël, de tuer surtout tout espoir de paix. Mais quand même, moi, je suis comme vous, et c'est pas du gnangnantisme. Je crois dans la capacité des êtres humains à résilier même les choses les plus épouvantables. Et
si on parle pas de paix maintenant, eh bien, quand est-ce qu'on en parlera? Et ça me va très bien. Moi, je suis comme vous, j'aime pas trop les appels lancés par les artistes, ça me fatigue. Il faut, dans cette folie géopolitique à jeu bloqué, il faut remettre, vous allez rire, mais je dis pas cuicui les petits oiseaux parce que c'est profond la poésie. Il faut remettre de la politique poétique. Il faut aller toucher l'humanité. Je pense que les artistes, ce qui reste d'humanité chez chacun, il faut y arriver, quoi. Voilà. Je pense. Évidemment, enfin, n'importe quelle initiative qui cherche sincèrement à promouvoir la paix, l'humanisme et l'universalisme, ce sont des initiatives à saluer, évidemment. Maintenant, bon, c'est un fait, oui, c'est Émile Zola qui, paraît-il, a inventé la figure de l'intellectuel au moment de l'affaire Dreyfus, précisément, avec son J'accuse. Et c'est vrai que ça a créé depuis en France une espèce d'appétence comme ça pour les personnalités des arts et du spectacle à parfois adopter des postures. Je veux dire, n'est pas Émile Zola qui veut non plus, et peut-être qu'il nous manque un Émile Zola. Je suis pas d'accord parce que Jean-Paul Sartre il s'est beaucoup trompé, notamment il avait rien compris à mais Raymond Aron aussi, c'est un spectateur engagé bien sûr. Donc moi je crois que je connais très bien la société israélienne et palestinienne. Eh bien vous avez Edouard Saïd, grand intellectuel palestinien qui s'est engagé, et vous avez bien sûr Amos Oz, David Grossman, grands écrivains israéliens qui se sont engagés. À un moment donné, quand on ne peut plus se parler, quand on ne peut plus diplomatiquement et politiquement avancer, en tout cas momentanément, remettre l'art. Il y a une très grande compagnie de danse qui s'appelle la Batsheva Dance Company israélienne, qui est une plus grande compagnie contemporaine du monde. Eh bien, le chorégraphe fait danser les Palestiniens et les Israéliens ensemble depuis 20 ans. Et je veux dire, ok, on peut dire gnangnan, bravo. Eh ben moi je dis oui. Il y a bien des espaces où il faut qu'on arrive à se reparler, quoi. Et je pense que l'art, ça peut être un espace comme ça, non? Vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr. Allez, Jean Dorido, sur ce refus d'obtempérer, vous vouliez réagir? Mais oui, parce que c'est un fait, on le sait, les refus d'obtempérer créent des drames. Voilà, on a la liste, hélas, est très très longue. Et encore une fois, cette nuit, à Paris, une voiture qui roulait apparemment à très très grande vitesse sur le boulevard périphérique. C'est ce que dit un policier. Il dit c'était au moins 200 à l'heure. Bon, bien sûr, ce n'est pas vérifiable. Elle a été prise en charge par une voiture de police. C'est une voiture très puissante qui a réussi à fuir. Ça s'est terminé contre un platane porte de Bagnolet, avec le conducteur dans un état entre la vie et la mort, la personne à l'arrière décédée. Et c'est vrai que j'aimerais réussir peut-être un jour, pour le coup psychologiquement, à comprendre cette espèce de particularité française de ce refus d'obtempérer. J'ai le sentiment que dans les autres pays du monde, la police quand même, quand elle fait une injonction à s'arrêter, c'est respecté. Et en France, on a une espèce d'épidémie de refus d'obtempérer avec des conséquences gravissimes. Là, la personne décédée avait, je crois, 20 ans. Enfin, c'est absolument effrayant et c'est triste. Alors, Jean, d'abord, il y a une multitude de refus d'obtempérer qui se terminent normalement. Heureusement. Non, mais bien sûr, je m'en félicite comme vous. Et ce qui me gêne, c'est que pour les cas tragiques, j'ai plutôt tendance à m'étonner de cette triste particularité française qui fait que toutes les personnes incriminées cherchent en l'occurrence à fuir la police, et que on voit dans les refus d'obtempérer aux conséquences tragiques des gens qui ont été condamnés souvent, qui ne veulent pas être interpellés. Donc là, en l'occurrence, le conducteur, apparemment, son permis était suspendu. Bon, en attendant, il est entre la vie et la mort, quoi. C'est ça qui est terrible. Oui, excusez-moi. J'ai une chose, il avait largué la police, qui arrivait pas à le suivre, il est sorti et il s'est planté, c'est un gros rond-point porte de Bagnolet, et voilà. La responsabilité initiale, elle est où? Alors, moi, est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à votre débat qui est assez, on peut y passer des heures. Il y a deux choses. Moi, je mets pas sur le même plan le fait, ce conducteur qui se plante tout seul parce qu'à un moment donné, il ne maîtrise absolument plus sa vitesse. Je mets pas ça sur le même plan que la mort de Naël. Ça n'a rien, ça n'a rien à voir. Donc, il y a refus d'obtempérer et refus d'obtempérer. Là, est-ce qu'on peut en vouloir à la police parce qu'elle pourchasse ce type? Non, et en plus, ça, elle est larguée avec nos bagnoles Renault. Tu parles comment tu vas suivre une
Audi, je sais pas combien de chevaux. C'était une BM série 1. Oui, une BM série 1, bon, c'est impossible. Mais c'est pas pareil. Et puis, je suis pas d'accord avec l'affirmation qui consiste à dire il y a qu'en France. Non, des refus d'obtempérer. En Italie, vous en avez tout le temps et qui se finissent tragiquement. En Espagne, vous en avez. Aux États-Unis, n'en parlons pas. C'est pas une spécificité française, hein, sérieusement, le refus d'obtempérer. Il y a quelques jours, le policier de Dunkerque, là, qui a été écrasé par un refus d'obtempérer aussi. Voilà, mais moi, je vais pas monter au rideau sur tous les refus d'obtempérer. Moi, j'ai vraiment été très choqué par Naël parce que je pense que voilà, il y a quelque chose qui a été absolument tragique, mais on n'a jamais été d'accord. On va pas revenir sur Naël. Non, dommage. Mais non, on n'arrivera pas à se convaincre. Voilà. Est-ce que c'est excusable? Et oui, ils sont responsables quand même, Jean Dorido. C'est-à-dire qu'il y a quand même. Parce qu'on a l'impression quand vous écoute qu'ils ne sont pas responsables en fait. Pas de procès d'intention. Non, mais dans ce cas, c'est une question. J'ai lu cette nouvelle, j'ai été bouleversé, voilà, de voir qu'effectivement un refus d'obtempérer arrive à une mort tragique, et il me semble, enfin je sais pas, c'est quand même la base d'apprendre aux enfants, d'apprendre un policier vous dites vous arrêtez, arrêtez-vous. C'est quand même là-bas, et oui, bien sûr, conduire sans permis, il y a des amendes, il y a ce qu'on fait, mais c'est quand même moins grave que là. Moi j'ai moins peur. Il aurait pu tuer quelqu'un. Oui, il aurait pu tuer quelqu'un sur la route. La police n'a aucune responsabilité. Les personnes ne parlent de la police. Non mais Jean, notre réalisateur qui est motard à 200 sur l'autoroute, sur le périph', il percute une moto, c'est la mort sur le coup en fait. C'est pour ça qu'il faut pas fuir, c'est pour ça qu'il faut obéir. Mais c'est pas les mêmes en fait. Quand vous allez dans l'autre sens. Non mais quand des jeunes parlent de sens, je parle pas de sens. Non mais c'est différent. Vous étiez dans un sens interdit. À mon avis, non, mais c'est dans ce cas précis, ça n'a rien à voir avec la mort de Naël. Et même ça Naël. Ah non. Alors on va recommencer avec Naël. On va s'engueuler. Deux refus d'obtempérer en 1 heure. Allez, on va pas recommencer avec Naël parce qu'on va pas s'engueuler. S'il vous plaît, dans un instant, Françoise Degois, votre tour de table de l'actu. Ce matin, l'imam de la Grande Mosquée de Paris qui a remis en question le nombre d'actes antisémites. Il n'a pas tout à fait remis en question. Il a posé une question et je trouve que c'est très toxique la façon dont il l'a posée, tout simplement. On en parle dans quelques instants, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec les vraies voix à l'antenne, hors antenne, ça débat, on en parle bien entendu, on continue de parler de tous ces sujets. Le tour de table de l'actu il y a quelques instants avec Philippe Bilger et avec Jean Dorido, et puis Françoise Degois ce matin sur l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Oui, je trouve que j'ai été assez heurté. Je me disais, pauvres Français de confession musulmane, pratiquants ou pas d'ailleurs, représentés par ces gens-là. Pourquoi je dis ces gens-là? Parce que j'ai ressenti un immense malaise chez notre consoeur, on peut le dire, Pauline de Malherbe, avec l'imam. C'est pas le grand recteur de la mosquée de Paris, c'est l'imam qui d'une certaine manière a expliqué. C'est les mots qu'il a eus. Il faut, pour que les musulmans se mobilisent, il faut qu'on ait la réalité des actes antisémites. Est-ce qu'un journal parle de ces actes? Est-ce qu'on les décrit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou comment? Ça m'a glacé le sang. Parce que, finalement, avec des airs extrêmement ronds, gentils, posés, il instille à nouveau le poison du complotisme, le venin du complotisme. Vous imaginez que vous avez encore des gens qui nous expliquent qu'aucun bébé n'a été décapité, que les bébés dans le four, David Guiraud, député de la Nation, nous explique que les bébés dans le four, c'est les Israéliens à Sabra et Shatila qui ont fait ça, comme si les Israéliens étaient responsables directement, je veux dire, ils l'ont été indirectement car ils ne sont pas intervenus, des massacres entre les phalangistes libanais et les Palestiniens combattants de l'OLP. Tout ça est une folie, et cet imam, véritablement, manque totalement de responsabilité. Il le fait sciemment, moi j'en suis persuadé. Alors bien sûr, au bout de 3 minutes de questionnement, il reconnaît que le Hamas c'est des terroristes, mais tout ce qu'il y a avant est absolument insupportable. Quand je vois Chalgoumi ou quand je vois Tarek Obrou, vraiment le recteur de la mosquée de Bordeaux, quand je vois la somme des messages que je vois sur Twitter, vraiment des gens de confession musulmane qui disent vraiment, bien sûr il y a Gaza, mais ce qui s'est passé en Israël, il y a un élan vraiment d'humanité. Eh bien, je suis atterré. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin a réagi.
et le recteur de la mosquée de Paris a réagi parce que c'est des propos. On dit oui, mais vous surinterprétez, les propos sont tranquilles, mais pas du tout. La parole est très maîtrisée et c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Vous voyez, les signaux faibles qu'on envoie quand on est d'extrême droite, les signaux faibles qu'on envoie quand on est antisioniste, quand on est antisémite, on envoie des signaux faibles et tout est signaux faibles et c'est insupportable. Françoise a totalement raison. C'est invraisemblable que quelqu'un, sur un mode soi-disant suave, niait ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors il dit pas ça, il nie ce qui se passe en France en réalité, mais par écho. Mais c'est là, vous avez raison, c'est ça le signal faible. C'est qu'en disant oui, on n'est pas tout à fait sûr, les musulmans ont besoin, et le signal faible, c'est de dire par écho et par ricochet, tout ce qui circule comme poison et comme venin. Oui, et on met en doute même l'existence même du nombre de morts par le Hamas. Jean Dorido. Je rejoins évidemment la réaction de Françoise et de Philippe. Ce qui me semble intéressant, c'est à l'avenir, est-ce que ce monsieur va avoir de l'avancement ou est-ce que peut-être, il va être. Enfin, c'est ça qui me, parce que un individu, là manifestement, là il y a un problème. Maintenant, ça me semble. Ce monsieur est l'imam de la grande mosquée de Paris. Alors j'entends qu'il y a une réaction déjà du recteur. Il me semble que c'est l'avenir qui va être important. Comment l'écosystème va réagir. C'est très juste ce que vous dites, parce que le grand recteur, qui est assez ambigu, mais qui reste quand même sur la ligne républicaine, dise je suis pas d'accord, c'est une chose. Après, qu'est-ce qu'on fait avec cet imam? Merci beaucoup Françoise, vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix, on reviendra sur ce 17e 49.3 qui a été déclenché à l'Assemblée nationale pour faire adopter la loi de programmation budgétaire en lecture définitive, et on va en parler avec Laureline Fontaine, constitutionnaliste et autrice de La Constitution maltraitée aux éditions Amsterdam. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et une petite question avant de faire une pause, peut-on raisonnablement faire des réformes à coup de 49.3 ? Alors bonsoir. Eh bien, je dirais que si on attache de l'importance à l'idée de démocratie et au principe de la délibération collective, alors le recours tous azimuts, comme on le voit, à l'article 49.3, pour faire adopter les textes et pour éviter le débat, contrarie clairement cette idée de démocratie. Vous restez avec nous, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, bienvenue. C'est Les Vraies Voix avec Philippe David et nos éditorialistes du jour jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, l'occasion pour vous, bien entendu, de débattre, de discuter, de traiter de l'actualité. C'est une fenêtre forcément de discussion. Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Et de tir. Fenêtre non, pas du tout, de discussion. Je vous le concède. Françoise Debois qui est avec nous, qui dit parfois n'importe quoi. C'est souvent. C'est plutôt souvent que parfois. Non, mais c'est le quota des handicapés que vous prenez. Il faut saluer Sud Radio de m'accueillir depuis tant d'années. On est ravis de vous accueillir, Françoise. Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie, et Philippe Bilger, le plus sage d'entre nous, président de l'Institut de la... Le plus réel d'entre nous, tu veux dire. Mais ça dépend des fois. Les deux sont cumulables. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Donc hier, le gouvernement a utilisé le 49.3 à l'Assemblée nationale pour la 17e fois lors de la lecture définitive de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 en l'absence d'Elisabeth Borne qui est en déplacement en Irlande. C'est Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, qui a donc engagé la responsabilité du gouvernement, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que 1,49.3 ça va, 17,49.3 bonjour les dégâts. Est-ce que le Parlement sert encore à quelque chose quand on dit 49.3, motion de censure rejetée, le vote est adopté? Est-ce que vous pensez qu'il faut limiter encore plus le 49.3? Il a déjà été limité, mais pas tant que ça. Venez réagir au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites, faut-il à 90% oui, faut-il revoir l'usage de l'article 49 alinéa 3? Et notre invité pour en parler, Laureline Fontaine, constitutionnaliste et autrice de La Constitution maltraitée aux éditions Amsterdam. On vous remercie en tout cas d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette question, revoir l'usage de ce 49.3, non? Alors, même si le 49.3 est tout à fait constitutionnel, il semble que la première ministre elle-même
commence à être lassée et dans une mauvaise passe, parce que à l'évidence, elle en a assez d'être celle qui à chaque fois met en avant le 49.3, d'où le fait de se faire remplacer par Franck Riester qui fera quelque chose tout de même. Et par ailleurs, et là c'est une question anticipée, Cécile Philippe, je comprends bien ce qui a été le dessein du général de Gaulle avec Michel Debré, de rationaliser le parlementarisme et de créer donc cette disposition qui permet, lorsqu'il y a des blocages, au gouvernement de l'emporter. Mais je suis curieux de savoir, et j'attends avec impatience la réponse, si en supprimant le 49.3, on pourrait tout de même éviter d'avoir un parlementarisme débridé qui offrirait du charme au désordre, mais en réalité manquerait à un gouvernement même de belle image démocratique. Françoise Degois. Bon, le 49.3 est constitutionnel, mais c'est pas l'esprit de la Constitution. Voilà, je pense qu'on peut le résumer comme ça. L'usage excessif, on va me ressortir que Rocard l'a utilisé 62 fois, blablabla. Là, c'est même plus le sujet. Je pense que, en plus, il y a une forme de désespérance de l'Assemblée nationale. Vous savez, on n'a pas beaucoup de fenêtres de tir en politique. Il y en a quelques-unes, il faut pas les rater. Et vraiment, la façon dont a été ratée à 9 voix près par les Républicains, la motion de censure et finalement ce contrepoison à ce 49.3, c'est quelque chose qui a mis un coup sur la casquette de façon définitive. Mon sentiment est que les parlementaires, les députés ne se révoltent même plus contre cet usage du 49.3 parce que il y a eu ce moment Tom qui a été complètement raté par l'Assemblée. C'est un commentaire d'ailleurs sur Twitter de Jackie Bordache qui dit: cela évite au président de la République de dissoudre une Assemblée nationale qui ne rejette jamais les 49.3. Jean Dorido. Écoutez, alors je vous entends poser la question, Philippe David, faut-il limiter le 49.3 ? J'ai envie de dire le 49.3, souvent limité, jamais égalé. C'est quand même quelque chose dans la Constitution, ça a été dit, qui permet à la France de gouverner, qui permet précisément à l'exécutif de prendre des décisions à travers le législatif. Et c'est quand même, me semble-t-il, je rejoins un peu ce qu'a dit Françoise, le souci majeur n'est pas tant le 49.3 que ces échecs successifs des motions de censure qui rappellent à quel point il n'y a pas d'opposition dans ce pays. On a une opposition d'une faiblesse abyssale en réalité, une classe politique qui est d'une, alors pardon d'exposer mon sentiment, qui est d'une pleutrerie quand même absolument effrayante, parce que personne précisément n'a suffisamment de cran, pour ne pas dire autre chose, pour dire écoutez, allez-y, voilà, on se met d'accord, on vote la motion de censure, et on refait des élections législatives, et on verra qui l'emporte. Il a manqué 9 voix. C'est 9 voix de qui manquent. Notre invité, forcément, on va lui demander une réaction, Auréline Fontaine, constitutionnaliste et autrice de la Constitution maltraitée aux éditions à Amsterdam. Vous avez entendu nos vraies voix. Peut-être vous êtes une quatrième voix dissonante, différente, peut-être spécialiste. Oui. Peut-être ce que je voudrais commencer par dire, c'est que le fait que l'article 49.3 permette à la France de se gouverner, eh bien ça appartient à ce que j'appelle vraiment une idée reçue, dans la mesure où le 49.3 n'existe nulle part ailleurs. Et pourtant tous les autres pays arrivent très bien à se gouverner, notamment en Europe. Donc c'est un instrument qui est très français, il n'existe pas ailleurs, et aucun gouvernement n'est empêché à proprement parler de gouverner parce que cet instrument n'existe pas. Donc ça, je pense que c'est la première chose à préciser. La deuxième chose, c'est que effectivement, on comprend bien l'intention du général de Gaulle en 58, qui a été de faire en sorte que le Parlement, qui était extrêmement fragmenté, extrêmement divisé, eh bien n'empêche la bonne continuité du pouvoir. Ça, on le comprend bien. Mais ce faisant, il a créé un problème démocratique qui se révèle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons une assemblée qui, de nouveau, pas totalement unie. On n'a pas de majorité absolue. On est même très loin de la majorité absolue.
Ce qui fait que d'ailleurs, ça fait vraiment toute la différence entre l'usage du 49.3 par Michel Rocard et l'usage aujourd'hui du 49.3 par Elisabeth Borne, parce que à l'époque, il s'agissait de récupérer quelques petites voix. Il s'agissait donc de créer des alliances de circonstances, mais des alliances plutôt d'ordre personnel, alors qu'aujourd'hui, je parlerais plutôt de mésalliances, puisque forcément, il faut que le parti qui a été élu à la présidence de la République, il faut qu'il compose avec d'autres partis pour lesquels les électeurs n'ont pas forcément élu, ou en tout cas se sont divisés. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que forcément, ce qu'on attend normalement dans un pays démocratique, quand on a une assemblée de cette nature, c'est que ça délibère, c'est que ça discute. Et précisément ici, c'est exactement ce qu'on est en train d'éviter de faire, c'est-à-dire éviter de discuter, éviter de délibérer, là où, je le répète, souvent ailleurs, une telle assemblée provoque forcément des gouvernements de coalition, des compromis permanents sur le fond des textes, mais sans jamais empêcher la discussion collective. Or ici, c'est ce qui se passe. Est-ce que, Laureline Fontaine, est-ce que le sentiment que la majorité des citoyens éprouvent qu'il y a une forme de, même s'ils ne sont pas des spécialistes comme vous de la chose constitutionnelle, on a un sentiment tout de même, depuis la réélection du président, d'un gâchis. Est-ce que il ne vient pas, ce sentiment, principalement du hiatus énorme entre les pouvoirs d'un président, monarchie présidentielle que Emmanuel Macron probablement a cultivé au maximum, et une assemblée où le gouvernement conserve ce moyen de dominer les débats qui ne correspondent pas à ses vœux. Est-ce que là, il n'y a pas un gouffre insupportable pour le citoyen? Laureline Fontaine. Alors, je crois qu'il faut, encore une fois, il faut distinguer entre les pouvoirs qui sont en effet attribués au président de la République par la Constitution, mais aussi au gouvernement, puisque celui-ci a quand même pas mal de pouvoirs pour forcer la main à l'Assemblée nationale notamment, et donc ces pouvoirs et les usages de ces pouvoirs, puisque c'est aussi ça la problématique, c'est que il ne suffit pas de dire que un tel ou un tel a trop de pouvoir, il faut aussi évaluer comment il se sert de ses pouvoirs. Et je crois que c'est en effet bien le problème aujourd'hui, c'est que le président et le gouvernement se servent de leur pouvoir d'une manière qui contrarie l'idée démocratique, d'une manière qui contrarie l'esprit des institutions de la Ve République, qu'on soit d'ailleurs d'accord ou non avec cet esprit-là, mais de toute évidence, il y a une contrariété à une manière de voir la Ve, ou même tout simplement à la démocratie, parce qu'en fait, c'est aussi un effet d'accumulation. Il n'y a pas que le 49.3 qui est en cause. On a eu l'épisode sur le retraite où d'autres articles ont été utilisés, où on a vu qu'une réforme aussi fondamentale que le report de l'âge légal de départ à la retraite a été adopté sans passer par le vote de l'Assemblée nationale, à aucun moment. Et donc ça aussi, c'est quand même très questionnant. Donc forcément, c'est un effet de cumul qui fait qu'aujourd'hui, moi je pense que les citoyens et l'ensemble du corps politique a bien raison de se poser des questions quant à l'usage qui est fait des pouvoirs constitutionnels. Françoise de Gouavergue. Alors vous parliez d'effets cumulés, je suis d'accord avec vous sur quand vous avez un pays entier qui est opposé à une réforme, et moi je vais vous parler du cumul des découragements. Je vous ai parlé tout à l'heure du cumul des parlementaires, des députés en l'occurrence, qui ne peuvent pas, qui n'ont jamais le ressort nécessaire pour faire aboutir une motion de censure par lâcheté. Souvent, en tout cas chez les LR, c'est ce qui s'est passé. Ils avaient véritablement dans leur cible au sens politique du terme, dans leur mire, ils avaient le gouvernement. Ils n'ont pas osé franchir le Rubicon et ils le paieront très cher de toute façon en 2027. Je vais vous parler aussi du découragement des citoyens. Quand vous organisez pendant des mois et des mois des manifestations à 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 personnes, que vous vous mobilisez, que les syndicats montrent une unité absolue et gardent en plus un ton très correct, parce que franchement Laurent Berger et notre ami de la CGT, enfin tous les syndicalistes, et que vous avez ce gouvernement qui reste de marbre et qui passe sans discussion, il y a un effet non seulement de découragement, il y a un effet mémoriel qui se retrouvera au moment de voter. Personne n'oubliera l'épisode des retraites, pas plus
plus que pour Jean-Luc Mélenchon, et c'est bien fait pour lui, personne n'oubliera son épisode du Proche-Orient. C'est ce qu'on appelle les effets cliqués. C'est des effets qui vous collent à la peau, dont vous ne pouvez pas revenir. Et vous verrez que ce sera très difficile pour quiconque veut revenir de l'épisode des retraites, pour la même raison. Et donc voilà. Et c'est en ça que je dis, et j'aime beaucoup le titre de votre livre que je n'ai pas lu, mais en tout cas, j'aime beaucoup son titre. Il y a quelque chose qui est malmené, mais pas simplement la Constitution, la démocratie est terriblement malmenée. C'est une démocratie malmenée, Laureline Fontaine? Oui, malmené, je pense que c'est quand même le moins que l'on puisse dire, même si on n'est pas tous d'accord sur ce que signifie la démocratie. Mais en France, aujourd'hui, la démocratie, c'est le fait que les lois soient adoptées par des représentants qui ont été élus au suffrage universel et qui vont délibérer collectivement et confronter leurs différentes opinions. Or, les lois, aujourd'hui, ne sont plus votées de cette manière-là. Donc, ça contrarie, évidemment, la démocratie. Jean Dorido. Oui, genre, j'aurais, si c'est possible, deux questions à poser à Laureline Fontaine, qui est une spécialiste du sujet. La première question, c'est que le risque imaginons un Parlement où il n'y aurait pas le 49.3, le risque de débat comme ça, outre le fait qu'il y a un risque qu'il soit sans fin, c'est finalement d'arriver à un consensus mou, et finalement, on a pu connaître ça aussi jadis, des décisions qui n'en sont pas vraiment, et au lieu de satisfaire le plus grand nombre, qui sont insatisfaisantes pour tout le monde. Et question subsidiaire, vous qui êtes spécialiste du sujet, est-ce qu'il serait possible de réformer à vos yeux de façon satisfaisante la Constitution, tout en restant dans la Ve République, la Constitution de la cinquième, la même colonne vertébrale, si j'ose dire? Alors, sur la première question, le principe de la délibération implique qu'il y ait une confrontation entre des intérêts distincts. Ce que je constate souvent quand on me pose ce genre de questions, c'est qu'en effet, on n'arrive plus à raisonner en dehors de l'article 49.3, comme si c'était absolument nécessaire, la solution miracle. Encore une fois, cet article n'existe pas, ni son équivalent à l'étranger. Et je ne crois pas que l'on puisse dire qu'à l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni, eh bien, les décisions qui sont prises par les parlements ne sont que des consensus mous, bien sûr que non. Donc c'est simplement que nous nous refusons à développer cette culture de la délibération. Je crois que c'est un problème. Oui. J'ai une question à vous. Il y avait une deuxième question aussi pour Jean Dorido. Allez-y. Qui est importante. Merci. Oui, alors sur est-ce que on peut réviser la Constitution sans sortir de la Ve République? Alors c'est une question de mots. Je vais presque demander un joker sur cette question. Parce que on ne vous l'accorde pas. En réalité, ce que je crois, c'est que si on pense que l'histoire de la Ve République, c'est l'histoire d'une extension continue de la captation du pouvoir par le pouvoir exécutif, alors je pense qu'en effet il faut réviser cette Constitution il faut carrément la changer. Bon. Je ne pense pas qu'on puisse maintenant revenir en arrière. Je crois que c'est impossible. Je crois que si on veut sortir de la captation du pouvoir par le pouvoir exécutif, je crois qu'il faut changer notre modèle. Laureline Fontaine, j'ai une question à vous poser. On n'est pas en régime 49.3, s'il vous plaît, si vous ne répondez pas. 49.3, oui. On n'est pas en régime parlementaire. La preuve par le 49.3 à outrance. Est-ce qu'on est vraiment dans un régime présidentiel? Et sinon, dans quel type de régime sommes-nous? Alors, je me méfie toujours, encore une fois, des qualificatifs. Parce que une fois qu'on a dit on est d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel ou ceci ou cela, en fait, ça ne nous dit pas grand-chose parce que ces catégories sont très malléables. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un régime qui, aujourd'hui, fonctionne sans la délibération collective du Parlement. Ça, c'est sûr. Donc, à partir de là, comment le qualifier? En tout cas, c'est un régime qui fait la part belle, plus que belle, aux compétences de l'exécutif, qui, en fait, légifère à la place du Parlement. Et pas seulement par le 49.3, parce qu'on ne parle pas des ordonnances, dont le recours aux ordonnances est incroyablement grand depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et ça, on en parle très peu, parce que c'est des questions qui sont apparemment plus techniques. Donc c'est un régime qui est centré sur l'efficacité de la décision.
Mais l'efficacité de la décision, ça ne fait pas un régime démocratique, ça ne fait pas un régime social, mais ça peut faire un régime autoritaire. Je le rappelle, hein, l'efficacité, c'est pas un critère d'un bon régime, c'est le critère d'un régime qui fonctionne, que ce régime soit bon ou ne soit pas bon. Ben, donc il faut s'entendre là-dessus. Laureline Fontaine, je vous avoue que les vraies voix vous votent la confiance à l'unanimité. C'est limpide, c'est très intéressant. Très clair. Super. On est tous d'accord pour dire vive la 6e en fait. Vous avez rendu nos questions intéressantes. Je reviendrai alors. Et ben vous serez la bienvenue. Je voudrais dire quelque chose. Vite. Vous savez que l'imam dont j'ai parlé, avec lequel j'ai été très sévère, vient d'aller sur une télé et de dire qu'il se présentait toutes ses excuses par rapport à ses propos qui avaient pu heurter la communauté juive. Je tiens à le dire parce que j'ai tellement été sévère qu'il faut entendre son démenti aussi. Absolument. Merci beaucoup Laureline Fontaine, constitutionnaliste et autrice de la Constitution maltraitée aux éditions Amsterdam, qu'on vous incite bien entendu à lire. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Françoise Degois. Merci beaucoup Jean Dorego. Merci les amis. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler d'innovation en santé qui se caractérise aujourd'hui par beaucoup de multi-technologies. On va en parler dans le cadre de la radiologie et de la génomique. Et on va tout vous expliquer avec dans un instant. instant. Avec plein d'emplois à la clé. À tout de suite.